Un père de 37 ans et son petit garçon ont disparu dans les marécages denses du Mississippi lors d'une chasse au canard traditionnelle. L'affaire s'est immédiatement refroidie, laissant leur famille dans une attente angoissante pendant 2 longues années sans aucune réponse. Le silence a duré 2 ans, brisé seulement par la découverte d'un plongeur d'entretien dans un chenal profond. Un objet qui avait été délibérément dissimulé et renfermait un secret sinistre, que le marécage avait été forcé de garder. Les marécages du Mississippi avalaient la lumière. Le 14 novembre 2015, le soleil couchant ne s'est pas simplement couché. Il a semblé se dissoudre dans l'eau trouble et la canopée dense des cyprès. Juniper Kincaid se tenait au bord d'une rampe de mise à l'eau isolée, le gravier craquant sous ses pieds, un son trop fort dans le silence oppressant. Il était 19 heures. Son mari, Willard Kincaid, 37 ans, et leur fils d'1 an, Thatcher, étaient en retard. Pas seulement en retard de chasse, où le temps se plie autour des trajectoires de vol des canards, mais en retard de plusieurs heures. L'air, épais et humide, même en cette soirée d'automne, pesait lourdement. Les sons familiers de la journée, le pop lointain des fusils de chasse, le bourdonnement des moteurs de bateaux, avaient cessé, remplacés par le gémissement des moustiques et l'éclaboussement troublant de créatures invisibles sous l'eau sombre. Juniper a sorti son téléphone à nouveau, l'écran illuminait son visage, soulignant la tension autour de ses yeux. Elle a composé le numéro de Willard. Ça a basculé directement sur la messagerie vocale. Encore, elle a essayé de rationaliser le silence. Les marécages étaient de vastes, un labyrinthe de chenaux et de roseaux où le signal cellulaire était notoirement peu fiable. Mais Willard connaissait ces eaux intimement. Il était méticuleux en matière de sécurité, surtout avec Thatcher. Il avait promis d'être de retour avant la tombée de la nuit. Incapable de rester immobile, Juniper est remontée dans son SUV. Elle a commencé à conduire sur les routes boueuses du périmètre qui longèrent le bord du marécage. C'étaient des sentiers rugueux et ravinés, à peine praticables par endroits. Ses phares découpaient un tunnel étroit dans l'obscurité, illuminant les racines noueuses et la mousse espagnole pendant des arbres comme des spectres. Tous les quelques centaines de mètres, elle s'arrêtait, appuyant fort sur le klaxon. Le son retentissait, une intrusion artificielle désespérée dans la nature sauvage. Elle attendait après chaque coup de klaxon, écoutant, espérant un cri de réponse, le grondement d'un moteur. Rien ne revenait que l'écho de sa propre peur. Comme les enquêteurs l'ont reconstitué plus tard, ils ont appris que la matinée avait commencé avec la promesse d'une sortie père-fils parfaite. Juniper les avait déposés à cette même rampe juste avant l'aube. Willard était un chasseur de canards passionné par le sport et l'environnement. Il était impatient de partager cette tradition avec Thatcher, même à un si jeune âge. Tous deux étaient vêtus de camouflage complet. Thatcher emmitouflé dans une petite veste et un bonnet bleu en tricot. Willard avait emballé son équipement habituel, y compris son bien le plus précieux, un fusil Krieghoff. C'était une arme à feu coûteuse et haute performance, une pièce maîtresse de sa collection et son arme préférée pour la chasse au canard. Juniper avait des tâches ménagères à gérer, alors elle les avait laissées à leur journée, embrassant les deux au revoir pendant que Willard préparait le bateau. À 22 heures, la réalité de la situation est devenue insupportable. Le silence du marécage n'était plus seulement troublant, il était terrifiant. Juniper s'est rendue dans la ville la plus proche et a contacté le bureau du shérif local. Sa voix tremblait alors qu'elle expliquait la situation, les mots s'accrochant dans sa gorge. Willard et Thatcher Kincaid ont été officiellement portés disparus. Lorsqu'on lui a demandé une photo récente, Juniper a fourni une image qui capturait l'essence de leur lien. Elle montrait Willard, souriant chaleureusement, tenant un Thatcher rieur sur ses genoux. Ils étaient entourés de hauts roseaux secs, baignés de soleil. Juniper a précisé que la photo n'avait pas été prise ce jour-là, mais lors d'une sortie de chasse similaire quelques semaines auparavant. C'était un instantané de joie, maintenant transformé en symbole obsédant de perte. Alors que la machinerie officielle d'une affaire de personnes disparues commençait à tourner, la recherche du père et du fils disparus a plongé dans l'obscurité des marécages du Mississippi. À l'aube du 15 novembre, la rampe de mise à l'eau isolée s'était transformée d'un lieu d'anticipation silencieuse en un centre de commandement animé. La disparition d'un père et de son fils en bas âge a déclenché une réponse immédiate à grande échelle. Le département de la faune, des pêches et des parcs du Mississippi s'est joint au bureau du shérif local, apportant des équipements spécialisés et une connaissance intime du terrain dangereux. L'urgence était palpable. La vulnérabilité d'un enfant d'1 an exposé aux éléments créait une horloge qui planait sur toute l'opération. L'environnement lui-même était l'adversaire principal. Les marécages n'étaient là pas un seul plan d'eau, mais un réseau complexe et déroutant de lacs, de bayous, de canaux étroits et de forêts inondées.
C'était un paysage où l'on pouvait se perdre en quelques minutes après avoir quitté les voies navigables principales. Un labyrinthe de vert et de brun où la ligne entre terre et eau se brouillait en une nature sauvage impénétrable. L'accent initial était entièrement mis sur le sauvetage. La théorie dominante était que Willard avait eu des problèmes de moteur, s'était retrouvé bloqué ou avait peut-être subi une urgence médicale. Les hydroglisseurs, avec leurs énormes ventilateurs générant un rugissement assourdissant, ont été déployés en premier. Ils glissaient sur les eaux peu profondes et envahies de végétation où les bateaux conventionnels ne pouvaient pas naviguer. Le son se répercutait à travers les peuplements de cyprès, alors que les équipes de recherche, emmitouflées contre le froid du matin, commençaient le processus méthodique de recherche par grille des secteurs où Willard était connu pour chasser. Les hydroglisseurs se déplaçaient en formation, leur puissante lumière traversant la brume du matin. Les chercheurs scrutaient les berges, les roseaux, la surface de l'eau, cherchant tout signe des Kincaid, un vêtement, un leurre flottant, un bateau renversé. La tension était épaisse, chaque ombre scrutée, chaque ondulation dans l'eau analysée. Simultanément, des hélicoptères volaient bas au-dessus, utilisant des caméras thermiques, espérant détecter des signatures de chaleur contre le paysage froid et humide. Au sol, des unités canines tentèrent de suivre des odeurs le long des remblais et des îles, mais l'environnement humide et boueux rendait le pistage difficile. Les odeurs organiques écrasantes du marécage déroutant les chiens. Les chercheurs luttaient contre l'environnement à chaque tournant. La boue épaisse aspiraient leurs bottes, menaçant de les piéger. Les roseaux denses obscurcissaient la visibilité, créant un sentiment claustrophobe d'enfermement. La conscience constante des habitants du marécage, les alligators se cachant sous la surface, les serpents venimeux lovés dans les sous-bois, ajoutaient un courant sous-jacent de danger à l'opération déjà périlleuse. Ils appelaient Willard et Thatcher, leur voix tendue contre la vaste indifférence du paysage. Juniper restait au centre de commandement. Une silhouette solitaire enveloppée dans une couverture, les yeux fixés sur l'eau. Chaque communication des équipes de recherche, chaque bateau qui revenait, apportait une montée d'espoir suivie d'une déception écrasante. Les rapports étaient constamment négatifs. Aucun débris, aucun équipement, aucun signe du père et du fils disparus. C'était comme si le marécage les avait simplement absorbés. L'opération a continué sans relâche tout au long du premier jour et dans le deuxième. L'urgence augmentait alors que la fenêtre de survie, particulièrement pour le jeune Thatcher, commençait à se fermer. Le temps devenait plus froid, les nuits tombant à des températures qui posaient un risque significatif d'hypothermie. Dans l'après-midi du 16 novembre, 2 jours après le début des recherches, la complexion de l'affaire a complètement changé. Une équipe d'agents de la faune et des pêches explorait un secteur adjacent, légèrement éloigné de la zone de chasse principale de Willard. Ce secteur était accessible par une route de service rarement utilisée, une piste ravinée qui longeait un remblai surélevé. C'est pendant ce balayage méthodique qu'ils ont fait une découverte qui a envoyé des ondes de choc à travers toute l'opération. Un adjoint a repéré un véhicule garé hors de la route de service, partiellement obscurci par des broussailles. Ce n'était pas le camion de Willard, Juniper l'avait, mais un véhicule de patrouille marqué. La vue de celui-ci, apparemment abandonné dans cette zone isolée, a immédiatement déclenché des alarmes. L'équipe de recherche s'est approchée du véhicule avec prudence, leur sens en éveil, la nature routinière de la recherche remplacée par une vigilance soudaine. Le véhicule était verrouillé et il n'y avait personne à l'intérieur. Une vérification rapide de la plaque d'immatriculation a identifié le véhicule comme appartenant à l'officier Odelia Vancroft, un membre respecté de la force de police locale. La confusion était immédiate. Pourquoi la voiture d'un officier était-elle abandonnée ici, au milieu d'une recherche massive de personnes disparues ? Une recherche locale frénétique a commencé immédiatement. Le centre de commandement a été notifié et des ressources ont été détournées vers la zone. L'atmosphère est passée d'une recherche et sauvetage ciblée à quelque chose de beaucoup plus sinistre. L'incertitude entourant les Kincaid était maintenant aggravée par la disparition d'un officier de police. L'équipe s'est déployée à partir de la voiture de patrouille, se déplaçant dans les roseaux denses et l'eau peu profonde le long du remblai. Le terrain était difficile, obligeant les officiers à patauger dans la boue jusqu'aux genoux, l'eau froide contre leur peau. Le silence du marécage semblait s'approfondir, la tension montant à chaque pas. Cela n'a pas pris longtemps. À environ 50 mètres du véhicule, caché dans un épais peuplement de roseaux, ils l'ont trouvé. L'officier Odelia Vancroft était morte. La découverte a été un coup brutal pour le personnel des forces de l'ordre assemblées. La recherche des Kincaid a été immédiatement suspendue alors que la zone était sécurisée comme scène de crime. L'examen initial de la scène était déchirant. L'officier Vancroft avait subi de multiples blessures par balle. Elle était toujours en uniforme, son arme de service dans son étui.
Il semblait qu'elle avait été complètement prise par surprise, l'attaque soudaine et écrasante. Les enquêteurs de la criminelle sont arrivés et ont commencé le processus méticuleux de documentation de la scène. La nature des blessures était immédiatement apparente. Elles n'étaient pas causées par un fusil ou une arme de poing, mais par des plombs tirés d'un fusil de chasse, exactement le type d'arme à feu utilisé par les chasseurs de canards dans tout le marécage, et exactement le type d'arme à feu que Willard Kincaid avait emporté avec lui. L'implication était immédiate et dévastatrice. La chronologie plaçait la mort de l'officier Vancroft très près du moment où les Kincaid avaient disparu. L'emplacement était géographiquement proche, le type d'arme correspondait. Les enquêteurs se sont empressés de comprendre pourquoi l'officier Vancroft était dans ce secteur isolé. Ces journaux de patrouille ont fourni la réponse. Elle n'était pas impliquée dans la recherche des Kincaid. Elle était en patrouille de routine. Plus précisément, elle avait été envoyée dans cette zone suite à plusieurs plaintes récentes concernant des décharges illégales. Les marécages, avec leur isolement et leur manque de surveillance, étaient souvent ciblés par des individus et des entreprises cherchant à se débarrasser de déchets illicitement. Son journal indiquait qu'elle était arrivée dans la zone, mais n'avait fait aucun contact radio ultérieur. Il n'y avait aucune indication qu'elle avait appelé des renforts ou signalé quelque chose de suspect. L'enquête faisait maintenant face à une dualité horrible. Les chasseurs disparus et l'officier assassiné étaient-ils liés ? Les preuves pointaient vers un scénario sinistre. Willard Kincaid avait-il, pour une raison inexplicable, assassiné un officier de police ? Et si c'était le cas, qu'était-il arrivé à son fils ? La découverte a créé un dilemme angoissant. Si Willard était le coupable, la recherche n'était plus une mission de sauvetage mais une chasse à l'homme. Mais cette théorie ne convenait pas à beaucoup de ceux qui le connaissaient. Willard était connu comme un père de famille dévoué et un chasseur responsable sans antécédent de violence ou d'instabilité mentale. Juniper Kincaid a été dévastée par la nouvelle de la mort de l'officier Vancroft, mais elle a rejeté avec véhémence les soupçons émergents concernant son mari. Elle a insisté auprès des enquêteurs que Willard était incapable d'une telle violence. L'idée qu'il assassinerait quelqu'un, surtout un officier de police, alors que son fils en bas âge était avec lui, était inconcevable pour elle. Elle a supplié les autorités de continuer à les chercher comme des victimes, pas des coupables. Malgré ses supplications, la réalité des preuves a forcé l'enquête à considérer Willard comme un suspect principal. Son expérience dans le marécage pourrait expliquer comment il échappait à la capture, mais le mystère s'approfondissait. S'il avait commis un meurtre, pourquoi ? Qu'est-ce qui aurait pu déclencher un acte si violent ? Et où était Thatcher ? Le marécage détenait les réponses, mais il n'offrait aucun indice facile. L'enquête s'est élargie, englobant maintenant une affaire d'homicide et de personnes disparues qui semblaient inextricablement liées, la vérité obscurcie par les eaux troubles et les roseaux denses. La double enquête a eu du mal à prendre de l'élan. La scène de crime où l'officier Vancroft a été trouvé a donné peu de preuves médico-légales au-delà des plombs de fusil. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, rien pour identifier définitivement le tireur. La recherche des Kincaid s'est également enlisée. L'effort massif, malgré la couverture de vastes zones du marécage, n'a trouvé aucune trace d'eux, de leur bateau ou de leur équipement. L'absence de preuves était déconcertante, alimentant les spéculations concernant l'implication de Willard, tout en ne fournissant simultanément aucune preuve concrète. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, les pistes se sont taries. L'urgence initiale s'est estompée, remplacée par une frustration persistante. L'affaire, malgré ses éléments choquants, s'est progressivement refroidie. Juniper Kincaid a été laissée dans un purgatoire angoissant, pleurant la perte de sa famille, tout en défendant simultanément le nom de son mari contre les accusations non exprimées qui planaient sur l'enquête. Le mystère de ce qui s'était passé dans les marécages ce jour de novembre restait non résolu, une tache sombre sur la communauté tranquille. 2 ans se sont écoulés. La disparition des Kincaid et le meurtre de l'officier Vancroft sont devenus l'une des affaires non résolues les plus déroutantes de la région. Les théories restaient juste cela, des théories. Le marécage gardait ses secrets. En novembre 2017, exactement 2 ans après l'incident, la percée dans l'affaire n'est pas venue d'un effort d'enquête renouvelé, mais d'un travail de maintenance de routine entièrement non lié au plus profond du système de marécage. Red Gable était un plongeur industriel, un homme qui gagnait sa vie dans des environnements que la plupart des gens évitaient activement. Il se spécialisait dans l'infrastructure sous-marine, engagé par une entreprise de télécommunications pour inspecter et entretenir un réseau de câbles à fibre optique qui traversait le système de marécage du Mississippi. C'était un travail spécialisé, souvent dangereux, nécessitant de naviguer dans les profondeurs troubles, en s'appuyant sur son équipement et son expérience pour travailler dans une visibilité quasi nulle.
Ce jour-là, Rhett se préparait pour une plongée dans un chenal profond du système de marécage à des kilomètres de la zone où l'officier Bancroft avait été trouvé et où la recherche initiale des Kincaid avait été concentrée. L'eau était d'un vert jaune trouble, la surface reflétant le ciel couvert. Rhett a enfilé sa lourde combinaison de plongée et son casque, le poids pesant sur lui. Il a vérifié méticuleusement son équipement, son approvisionnement en air, ses lignes de communication, son équipement de caméra sous-marine. La caméra était essentielle, utilisée pour documenter son travail et l'état des câbles dans l'environnement impitoyable. Il est descendu dans l'eau trouble, le monde au-dessus disparaissant alors que la brume vert-jaune l'enveloppait. La lumière du soleil filtrait depuis la surface, créant une lueur étrange et diffuse. La visibilité était limitée à quelques pieds, l'obligeant à compter sur sa lumière de plongée pour percer l'obscurité. L'environnement sous-marin était d'un autre monde. Le fond était couvert de sédiments épais, de végétation en décomposition et des racines submergées de cyprès. De petites particules de matière organique flottaient dans l'eau, captant le faisceau de sa lumière comme des grains de poussière dans un rayon de soleil. Rhett se déplaçait lentement et méthodiquement le long de la ligne de câble, sa respiration, un son rythmique, dans le monde sous-marin, autrement silencieux. La pression de l'eau était une présence constante, l'isolement complet. Il vérifiait une section de câble qui avait montré une dégradation mineure du signal lorsque son équipement a heurté quelque chose de grand et solide enfoui dans les sédiments. Ce n'était pas une bûche ou un rocher. La forme était trop régulière, trop artificielle. L'impact a soulevé un nuage de boue, obscurcissant temporairement sa vision. Rhett a arrêté son mouvement vers l'avant et a dirigé sa lumière vers l'objet. Il a attendu que les sédiments se déposent, la forme émergeant progressivement de l'obscurité. Il a utilisé ses mains gantées pour dégager une partie de la boue et des algues qui le recouvraient. C'était un grand étui noir à coque rigide. Il a reconnu la forme immédiatement. C'était un étui à fusil. L'extérieur était recouvert d'une épaisse couche de crasse, indiquant qu'il avait été immergé pendant un temps considérable. La curiosité piquée, Rhett a examiné l'étui. C'était une construction robuste, conçue pour protéger son contenu des éléments. Il l'a manœuvré hors des sédiments, l'effort mettant à rude épreuve ses muscles. Il a vérifié les loquets, ils n'étaient pas sécurisés. Il a ouvert l'étui. La vue qu'il a accueillie était saisissante, un contraste frappant avec le paysage monotone du fond du marécage. L'intérieur de l'étui présentait un intérieur moulé sur mesure, avec des découpes précises. Dans ces découpes se trouvèrent les pièces désassemblées d'un fusil de chasse. Malgré l'eau trouble et la couche d'algues qui recouvrait tout, la qualité de l'arme à feu était immédiatement apparente. La crosse et le devant en bois avaient une finition polie. L'artisanat indéniable. Rhett connaissait une chose ou deux sur la chasse. C'était un passe-temps commun dans la région. Il s'est penché plus près, sa lumière illuminant le nom de marque imprimé le long de l'assemblage du canon, Krieghoff. Ce n'était pas n'importe quel fusil de chasse, c'était une arme haut de gamme et coûteuse, coûtant des milliers de dollars. La découverte lui a semblé profondément étrange. Pourquoi quelqu'un jetterait-il une arme à feu si précieuse au milieu du marécage ? Des accidents arrivent, les chasseurs perdent parfois de l'équipement par-dessus bord. Mais ce fusil était soigneusement emballé dans son étui. Il n'avait pas été abandonné accidentellement. Il avait été délibérément jeté. Rhett a documenté la découverte avec sa caméra sous-marine, capturant l'image de l'étui ouvert reposant sur le fond du marécage, le Krieghoff niché à l'intérieur, un artefact de violence émergeant des profondeurs troubles. Il a ensuite pris la décision de le récupérer. Le poids de l'étui, rempli d'eau et de larmes lourdes, rendait l'ascension difficile, mais il a réussi à faire surface avec la découverte. De retour sur le bateau de plongée, Rhett a examiné le Krieghoff de plus près. La réalisation qu'il tenait une pièce de preuve potentiellement significative a commencé à s'installer. Au départ, la tentation de garder l'arme à feu était forte. C'était une trouvaille précieuse et les chances qu'elle soit retracée à son propriétaire semblaient minces. Il a ramené l'étui à la maison prévoyant de nettoyer et de restaurer le fusil. Cependant, quand il a montré la découverte à sa femme, Alyssa, sa réaction a été immédiate et prudente. Elle a reconnu les implications potentielles d'une arme abandonnée trouvée dans les marécages. L'histoire des chasseurs disparus et de l'officier assassiné était bien connue dans la communauté. Elle a exprimé sa préoccupation que le fusil pourrait être la pièce manquante de ce puzzle. L'idée qu'il pourrait retenir des preuves cruciales troublait Rhett. Après une longue discussion, Alyssa l'a convaincu que le seul plan d'action responsable était de le remettre aux autorités. Rhett a contacté le bureau du shérif et a signalé sa découverte. Il leur a fourni le fusil et les images sous-marines qu'il avait capturées. Les autorités ont immédiatement reconnu l'importance potentielle de la découverte. Ils ont commencé le processus de traçage de l'arme à feu. Le numéro de série était clairement visible sur le récepteur. Une recherche rapide dans le registre national des armes à feu a donné une correspondance.
Le fusil Krieghoff appartenait à Willard Kincaid. La découverte a instantanément ravivé l'affaire non résolue. Après 2 ans de silence, une pièce de preuve tangible avait émergé. La nouvelle a été relayée à Juniper Kincaid, apportant une nouvelle vague d'angoisse et de confusion. La découverte du fusil confirmait que quelque chose de terrible s'était passé dans le marécage, mais elle n'offrait aucune réponse quant au sort de son mari et de son fils. L'enquête était de retour, maintenant concentrée sur l'arme qui avait apparemment émergé de l'abîme. La découverte du fusil Krieghoff de Willard Kincaid a injecté une poussée d'énergie dans l'enquête, fournissant la première piste significative en 2 ans. La question centrale qui dominait maintenant l'enquête était brutale et inévitable. Était-ce l'arme utilisée pour assassiner l'officier Odelia Bancroft? Les implications de la réponse façonneraient tout le récit de l'affaire, confirmant soit Willard comme le coupable, soit suggérant un scénario beaucoup plus complexe. Le fusil a été immédiatement transféré au laboratoire criminel de l'État pour une analyse médico-légale détaillée. Les enquêteurs attendaient anxieusement les résultats, espérant une correspondance balistique définitive qui briserait enfin l'affaire. L'anticipation était élevée, l'atmosphère dans l'unité d'enquête chargée de l'attente d'une percée. Cependant, la réalité de la balistique des fusils de chasse a rapidement tempéré l'optimisme initial. Les fusils de chasse, contrairement aux fusils ou aux armes de poing, ne laissent pas de marques microscopiques uniques, stries, sur les projectiles qu'ils tirent. Le canon lisse du fusil de chasse n'imprime pas le même type de signature individualisée sur les plombs. Les plombs récupérés du corps de l'officier Bancroft étaient un type de plomb commun, des plombs standards utilisés pour la chasse au canard dans toute la région. Bien que le calibre des plombs était cohérent avec le Krieghoff, une correspondance balistique directe était impossible. Le laboratoire criminel pouvait confirmer que le Krieghoff aurait pu tirer les coups mortels, mais il ne pouvait pas confirmer qu'il l'avait fait, à l'exclusion de tous les autres fusils de chasse du même calibre. Cette impasse balistique était un revers significatif. L'enquête était laissée avec la même ambiguïté qui l'avait tourmentée depuis le début. La découverte de l'arme, bien que dramatique et inattendue, n'a pas résolu le mystère central. Elle l'a simplement approfondi. De plus, l'état et l'emplacement de l'arme soulevaient de nouvelles questions troublantes. Le Krieghoff a été trouvé à des kilomètres de la scène de crime où l'officier Bancroft a été assassiné, dans un chenal profond, loin de la zone où les Kincaid chassaient. Et il a été trouvé soigneusement désassemblé et emballé dans son étui personnalisé. Cela suggérait une élimination délibérée et méthodique, pas les actions de quelqu'un fuyant en panique après avoir commis un crime violent. Si Willard avait assassiné l'officier dans une confrontation soudaine, pourquoi prendrait-il le temps de démonter son fusil, de le sécuriser dans son étui et de le transporter à des kilomètres avant de le jeter? Cela semblait incohérent avec le récit d'un fugitif désespéré. L'ambiguïté a forcé les enquêteurs à reconsidérer des théories alternatives. Si Willard n'avait pas tué l'officier, alors qui l'avait fait? Et pourquoi son arme avait-elle été jetée dans le marécage? La possibilité qu'une tierce partie soit impliquée, que Willard et Thatcher étaient aussi des victimes, a commencé à gagner du terrain. L'enquête s'est recentrée sur la raison originale pour laquelle l'officier Bancroft était dans la zone, les décharges illégales. Alors que les enquêtes initiales sur les activités de décharge locales n'avaient rien donné, les enquêteurs ont décidé de prendre un regard plus dur et plus agressif. Les marécages offraient de nombreuses opportunités pour l'élimination illicite de déchets et les personnes impliquées dans de telles activités pourraient être motivées à utiliser la violence pour protéger leurs opérations. Leur attention s'est portée sur une entreprise de construction locale qui avait fait l'objet de nombreuses plaintes environnementales au fil des ans. L'entreprise, propriété d'un homme connu pour ses pratiques commerciales agressives et son mépris flagrant des réglementations, était soupçonnée de se débarrasser illégalement de déchets dangereux, y compris l'amiante, les solvants chimiques et le sol contaminé, dans les secteurs isolés des marécages pour éviter les coûts importants d'une élimination appropriée. Les enquêteurs ont théorisé que l'officier Bancroft aurait pu tomber sur une opération de décharge active et avoir été assassiné pour assurer son silence. Si c'était le cas, la disparition des Kincaid pourrait être entièrement non liée, une coïncidence tragique de temps et de lieu. Ou peut-être que Willard et Thatcher avaient également été témoins de la décharge et avaient dû subir le même sort. Les preuves contre l'entreprise de construction se sont accumulées. L'imagerie satellite montrait une activité suspecte dans la zone autour du moment de l'incident. Des camions lourds se déplaçant dans les routes de service isolées, tard dans la nuit. Les dossiers financiers indiquaient des écarts importants dans leur coût d'élimination des déchets, suggérant qu'ils détournaient des matériaux des sites d'élimination autorisés. D'anciens employés parlèrent d'une culture d'intimidation et de secret au sein de l'entreprise.
Convaincus qu'ils avaient identifié les coupables, les enquêteurs se sont préparés à exécuter un mandat de perquisition. Le raid sur le chantier de l'entreprise de construction était une opération à enjeux élevés, planifiée avec une précision méticuleuse. Le propriétaire de l'entreprise avait une réputation de confrontation et les enquêteurs anticipaient une résistance. Tôt un matin, un convoi de véhicules des forces de l'ordre, y compris des équipes tactiques armées d'équipements spécialisés, est descendu sur la propriété. L'atmosphère était tendue, l'adrénaline élevée alors que les officiers se préparaient à franchir les portes. Le raid a été exécuté rapidement et agressivement. Les officiers ont sécurisé les lieux, détenant les employés présents. Le propriétaire de l'entreprise est sorti de son bureau, immédiatement agressif et belliqueux. Il a exigé de connaître la raison de l'intrusion, criant des menaces et des obscénités, tentant d'entraver la recherche. Il a été détenu pendant que les équipes de recherche commençaient leur travail. La recherche de la propriété était étendue, couvrant les entrepôts, les conteneurs de stockage et les machines lourdes. Les enquêteurs ont découvert des preuves significatives de violations environnementales. Des fûts de produits chimiques non étiquetés ont été trouvés mal entreposés, fuyant dans le sol. Des tas de matériaux contenant de l'amiante ont été trouvés cachés dans un coin reculé du chantier. Les preuves étaient suffisantes pour fermer l'opération et porter de graves accusations environnementales. La tension a culminé lorsque les enquêteurs sont entrés dans le bureau privé du propriétaire. Là, affichés de manière proéminente sur un râtelier, se trouvaient plusieurs fusils de chasse. La vue des armes semblait confirmer leur théorie. Si c'étaient les armes utilisées pour tuer l'officier Vancroft, l'affaire était résolue. Le propriétaire était un chasseur passionné et la présence des armes à feu fournissait le chaînon manquant. Les fusils de chasse ont été immédiatement saisis et envoyés pour analyse médico-légale. Les enquêteurs attendaient anxieusement les résultats, confiants qu'ils avaient trouvé la percée dont ils avaient besoin. Le récit semblait clair. L'entreprise de construction, prise en flagrant délit de décharge illégale, avait assassiné l'officier et peut-être les Kincaid pour couvrir leurs traces. Cependant, les résultats ont ramené l'enquête à la réalité. L'analyse a confirmé qu'aucun des fusils de chasse saisis de l'entreprise de construction n'était impliqué dans le meurtre de Vancroft. Les calibres et les types de plomb ne correspondaient pas aux preuves récupérées sur la scène. Le raid de l'entreprise de construction, bien que réussi à découvrir des activités illégales, était une impasse dans l'enquête d'homicide. La décharge illégale était entièrement non liée à la violence, c'était simplement la circonstance qui avait placé l'officier Vancroft dans la zone, une intersection tragique de patrouilles de routine et d'intentions mortelles. L'enquête était de retour à la case départ. Le fusil Krieghoff restait le seul lien tangible avec les événements de ce jour-là, mais son histoire restait insaisissable. La frustration parmi les enquêteurs était palpable. Ils avaient poursuivi une piste prometteuse avec intensité, seulement pour se retrouver encore plus empêtrés dans les mystères du marécage. L'affaire semblait déterminée à résister à la résolution, la vérité enterrée aussi profondément que le fusil l'avait été dans les profondeurs troubles. L'échec de la piste de l'entreprise de construction a laissé l'enquête dériver dans une mer d'incertitude. L'élan gagné par la découverte du fusil Krieghoff s'était dissipé, remplacé par un sentiment renouvelé de frustration. Des mois se sont écoulés après le raid et l'excitation initiale s'est estompée. L'affaire semblait maudite, caractérisée par des découvertes dramatiques qui finalement ne menaient nulle part. Un cycle sans fin d'espoir et de déception. Les enquêteurs étaient désespérés pour un nouvel angle, quelque chose qui briserait l'impasse et fournirait une direction claire. À la mi-2018, près de 3 ans après la disparition et le meurtre, l'enquêteur principal a décidé de regarder au-delà des techniques d'enquête conventionnelles. Les méthodes traditionnelles, entretien, analyse médico-légale, suivi de la piste des preuves, n'avaient donné rien de concluant. La réalisation s'est imposée que le marécage lui-même était le principal témoin, et peut-être qu'il détenait des indices qui avaient été négligés, cachés non pas dans les preuves physiques, mais dans les archives environnementales. Cette approche non conventionnelle l'a amené à consulter une équipe de recherche universitaire qui menait une étude à long terme sur l'hydrologie du système de marécage. Leurs recherches se concentraient sur les dynamiques complexes de l'écosystème, les niveaux d'eau, la salinité, l'impact des changements environnementaux sur l'équilibre délicat des zones humides. Pour mener cette recherche, l'équipe avait déployé un réseau de capteurs à distance positionnés dans les voies navigables, enregistrant continuellement des données environnementales. Ces capteurs, sentinelles silencieuses, surveillant les rythmes du marécage, étaient actifs en 2015, leurs données archivées dans les serveurs de l'université. L'enquêteur a rencontré l'hydrologiste principal, un homme dont l'expertise résidait dans le langage complexe du mouvement de l'eau et du transport des sédiments. Il a expliqué les paramètres de l'affaire, les zones géographiques d'intérêt et le laps de temps critique. Il a demandé si les journaux de données archivés de novembre 2015 pourraient révéler des anomalies,
quelque chose d'inhabituel qui s'était produit dans le marécage au moment de l'incident. L'équipe de recherche, intriguée par la possibilité d'appliquer leurs données à une enquête criminelle, a accepté d'analyser les archives. C'était une entreprise massive, nécessitant le traitement de millions de points de données provenant de dizaines de capteurs. Ils ont utilisé des algorithmes sophistiqués pour filtrer les données, cherchant des écarts par rapport aux modèles environnementaux normaux, des pics d'activité qui ne pouvaient pas être expliqués par des phénomènes naturels tels que des événements météorologiques ou des flux de marée. L'analyse a pris des semaines, un tamisage méticuleux à travers le bruit numérique de l'environnement du marécage. Les chercheurs ont croisé les données de plusieurs capteurs, cherchant des corrélations et des modèles. La percée n'est pas venue des capteurs situés près de la scène de crime ou des zones de recherche principales, mais d'un capteur positionné dans un secteur isolé et rarement accessible du marécage. Les données ont révélé une anomalie hautement inhabituelle et localisée enregistrée tard dans la nuit du 14 novembre 2015, des heures après que les Kincaid aient disparu et que l'officier Vancroft ait probablement été assassiné. L'anomalie était un pic significatif de turbidité de l'eau, la mesure de l'opacité de l'eau causée par les sédiments en suspension. Le pic était net, intense et relativement de courte durée, indiquant une perturbation soudaine et puissante du fond du marécage. Les hydrologistes ont interprété les données. Le pic de turbidité n'était pas causé par des phénomènes naturels. L'intensité et le modèle de la perturbation étaient cohérents avec un bateau motorisé étant lancé ou récupéré à la hâte pendant la nuit, son hélice remuant des sédiments importants du fond peu profond. C'était hautement suspect. L'activité de chasse normale cessait au crépuscule et les efforts de recherche initiaux n'avaient pas encore atteint cette zone isolée. Les données suggéraient une activité clandestine au milieu de la nuit, un mouvement sous le couvert de l'obscurité. Cette preuve environnementale a fourni la première indication d'activité dans le marécage après l'incident, suggérant une dissimulation ou une voie d'évasion qui avait été entièrement négligée. L'emplacement de l'anomalie était crucial. Un point d'accès pour bateaux isolé et rarement utilisé situé entre la scène de crime et l'endroit où le Krieghoff a finalement été trouvé. Les enquêteurs se sont immédiatement concentrés sur ce point d'accès isolé. C'était une zone isolée, accessible par un sentier étroit et envahi, un endroit où quelqu'un pouvait opérer sans être détecté. Une équipe de plongée policière spécialisée a été dépêchée sur place. Les conditions étaient intimidantes. Le point d'accès était peu profond près du rivage mais descendait rapidement dans un chenal plus profond. L'eau était sombre et trouble, la visibilité proche de zéro, encore pire que les conditions auxquelles Red Gable avait fait face. L'équipe de plongée a effectué une recherche systématique du fond près du point d'accès. Ils travaillaient principalement au toucher, leurs mains balayant à travers la boue épaisse, cherchant quelque chose d'inhabituel. La tâche était minutieuse et lente, les plongeurs opérant dans un monde d'obscurité et de silence, connectés à la surface par leurs tuyaux d'air et la détermination partagée de trouver la vérité. Leurs efforts ont donné une découverte cruciale. Préservés dans la boue anaérobie du lit du marécage, un environnement dépourvu d'oxygène qui ralentit la décomposition et l'érosion, ils ont trouvé des traces de pneus distinctes. Les traces indiquaient qu'un véhicule lourd et une remorque avaient reculé jusqu'au point d'accès et dans l'eau. La profondeur et le modèle des traces confirmaient l'interprétation des hydrologistes. Un bateau avait été lancé ou récupéré ici. La découverte des traces de pneus confirmait que quelqu'un avait été actif à cet endroit, fournissant un lien potentiel entre la scène de crime et l'élimination du fusil. Mais l'identité des individus impliqués restait inconnue. Les traces elles-mêmes ne pouvaient pas être retracées à un véhicule spécifique. L'équipe de plongée a continué sa recherche, élargissant le périmètre autour des traces de pneus. Ils ont commencé le processus méticuleux de récupération de micropreuves, tamisant à travers la boue et les sédiments, cherchant n'importe quoi, aussi petit soit-il, qui aurait pu être laissé derrière. C'était une recherche non pas pour de gros objets, mais pour les petites traces facilement négligées de l'activité humaine. Les conditions rendaient la recherche épuisante. Les plongeurs travaillaient par équipe, leurs mouvements restreints par l'équipement lourd et l'obscurité enveloppante. Ils collectaient des sacs de sédiments pour une analyse ultérieure, mais ils cherchaient aussi des objets visibles, leurs doigts gantés sondant la boue avec une précision délicate. C'est pendant l'un de ces balayages méthodiques qu'un plongeur l'a trouvé. Intégré dans la boue près des traces de pneus, se trouvait un petit morceau de plastique jeté. Il était facilement négligé, ressemblant à un morceau de déchet, un fragment de la pollution omniprésente qui tourmentait les voies navigables. Mais le plongeur l'a reconnu comme quelque chose de spécifique. Il a fait surface avec l'objet, le petit morceau de plastique serré dans sa main. C'était un emballage en plastique, le genre utilisé pour emballer de petits articles spécialisés. L'étiquetage était partiellement dégradé par la longue immersion, mais suffisamment resté visible pour identifier le produit.
C'était l'emballage d'un type spécialisé de tube de choc pour fusil de chasse, un dispositif inséré dans le canon d'un fusil de chasse pour contrôler la dispersion des plombs. Ce n'était pas n'importe quel tube de choc. C'était un produit de niche coûteux, conçu pour la chasse et le tir de compétition haute performance, favorisé par les chasseurs sérieux cherchant à maximiser l'efficacité de leurs armes. Les enquêteurs ont immédiatement vérifié l'équipement de chasse connu de Willard Kincaid, méticuleusement catalogué par Juniper. Il utilisait un équipement de haute qualité, mais il n'utilisait pas cette marque ou ce type spécifique de tube de choc. Le Krieghoff était équipé de chocs d'usine standard. La réalisation était immédiate et profonde. Cette pièce de preuve, cet emballage jeté, appartenait probablement au coupable. Après des années d'ambiguïté et de frustration, l'enquête avait enfin un indice tangible qui pointait loin de Willard Kincaid et vers des assaillants inconnus. L'emballage du tube de choc, un morceau de déchet apparemment insignifiant préservé dans la boue, est devenu la clé pour démêler le mystère. L'enquête s'est maintenant déplacée, passant des profondeurs troubles du marécage au monde spécialisé de l'équipement de chasse haut de gamme, cherchant les individus qui avaient acheté ce produit spécifique. La découverte de l'emballage du tube de choc a fourni à l'enquête une avenue d'enquête étroite et ciblée. Ce n'était plus une recherche large à travers les vastes marécages, mais une chasse précise pour les acheteurs d'un article très spécifique. La nature de niche du produit était la clé. Ce n'était pas un accessoire commun trouvé dans le sac d'équipement de chaque chasseur. Le tube de choc spécialisé était un produit haut de gamme, fabriqué par une entreprise connue pour son ingénierie de précision et utilisé principalement par des tireurs de compétition et des chasseurs sérieux prêts à investir de l'argent significatif pour optimiser leur équipement. Les enquêteurs ont contacté le fabricant, traçant le réseau de distribution de ce modèle spécifique. Ils ont appris qu'il n'était vendu que dans quelques magasins de chasse exclusifs dans l'État, des magasins qui s'adressaient à une clientèle spécialisée. Les autorités ont commencé le processus minutieux de révision des registres de vente de ces équipementiers. Ils se sont concentrés sur les semaines précédant l'incident de novembre 2015, cherchant des achats de ce modèle spécifique de tube de choc. La tâche était compliquée par le passage du temps et les pratiques variées de tenue de registre des magasins. Certains des plus petits équipementiers tenaient des registres manuscrits, et tous les achats n'étaient pas suivis avec des informations détaillées sur les clients. Ils ont cherché à la fois des transactions par carte de crédit et des ventes en espèces, conscients que les personnes impliquées dans des activités illicites préféraient souvent l'anonymat de l'argent liquide. Cependant, la persévérance a payé. Dans l'un des plus grands équipementiers, ils ont trouvé une correspondance. Les registres indiquaient que le tube de choc spécifique avait été acheté peu avant la disparition. L'achat a été retracé à 2 hommes qui avaient acheté l'article ensemble, Ignatius, Iggy, Novak et Melvin Stover. Les noms n'étaient pas immédiatement familiers aux enquêteurs. Novak et Stover étaient des figures connues dans la communauté de chasse locale, respectées pour leurs compétences et leur équipement coûteux. Ils n'avaient pas de casiers judiciaires importants et n'avaient jamais été considérés comme des personnes d'intérêt dans les affaires Kincaid ou Vancroft. Ils avaient été brièvement interrogés lors du canvass initial des chasseurs locaux, une procédure de routine qui n'avait donné aucune information exploitable. Leurs alibis, qu'ils chassaient dans un secteur différent du marécage ce jour-là, avaient été vérifiés, et il n'y avait rien pour les relier à l'incident. Avec la découverte de l'emballage du tube de choc, les reliant au point d'accès isolé, les enquêteurs ont commencé une plongée profonde dans les antécédents de Novak et Stover. Ils ont découvert un monde caché sous le vernis de chasseurs respectables. Ils ont appris que les 2 hommes étaient soupçonnés de se livrer à la chasse commerciale illégale, un commerce lucratif du marché noir impliquant le braconnage à grande échelle de canards et d'autres animaux sauvages pour la vente à des restaurants et distributeurs peu scrupuleux. Cette révélation a fourni un motif puissant et convaincant pour le meurtre de l'officier Vancroft. La chasse commerciale illégale était un crime grave, entraînant des amendes importantes et une peine de prison potentielle. L'échelle de leur opération, suggérée par les rumeurs et leur investissement dans des équipements spécialisés comme les tubes de choc, signifiait qu'ils avaient beaucoup à perdre. Si l'officier Vancroft était tombé sur leur opération, ils auraient pu être motivés à utiliser la force mortelle pour protéger leur entreprise illicite et leur liberté. L'enquête a également appris que Novak et Stover avaient brusquement arrêté leurs activités de chasse à grande échelle après la saison 2015. Ils chassaient toujours de manière récréative, maintenant un profil bas dans la communauté. Mais les rumeurs de leurs opérations commerciales avaient cessé. Ce changement soudain de comportement, coïncidant parfaitement avec les meurtres, était hautement suspect. Cela suggérait une réalisation que le risque était devenu trop grand, l'examen trop intense. Fin 2018, les autorités ont placé Novak et Stover sous surveillance intense. Ils avaient besoin de preuves directes les reliant au meurtre, quelque chose de plus qu'un achat de tubes de choc et un comportement suspect.
Ils ont déployé des équipes d'officiers en civil, surveillé leurs mouvements, leurs communications, leurs transactions financières, espérant que l'un d'eux ferait une erreur, révélerait un indice ou les mènerait aux preuves. La surveillance était difficile et nécessitait beaucoup de ressources. Novak et Stover étaient de prudents, affichant un niveau de conscience qui suggérait une expérience dans l'évitement de la détection. Ils vivaient des vies tranquilles, évitant l'attention et s'en tenant à des modèles de routine. Ils utilisaient des méthodes de communication cryptées, rendant difficile l'interception de leurs conversations. La surveillance s'est prolongée pendant des semaines, donnant peu d'informations exploitables. Les suspects semblaient étrangement calmes, confiants dans la sécurité de leurs secrets. La percée est venue d'une source inattendue, un coup de chance qui a brisé l'impasse. Les enquêteurs ont décidé de contacter à nouveau l'équipementier, posant des questions de suivi sur l'achat du tube de choke. Ils voulaient confirmer les détails de la transaction, espérant glaner toute information supplémentaire sur le comportement de Novak et Stover lors de l'achat. Tout détail apparemment insignifiant qui pourrait fournir un levier. L'équipementier, ignorant l'importance de l'enquête, a coopéré pleinement. Il se souvenait de l'achat. Novak était un client régulier connu pour acheter du matériel haut de gamme. L'interaction semblait entièrement routinière. Cependant, quelques jours plus tard, Novak a rendu visite à l'équipementier pour acheter des munitions. Au cours de la conversation décontractée, l'équipementier a mentionné l'enquête de police. Il ne l'a pas fait malicieusement, juste pour faire la conversation, une remarque désinvolte sur la minutie de l'enquête policière. Il a mentionné que la police avait posé des questions sur le tube de choc spécialisé que Novak avait acheté en 2015. L'impact de cette remarque désinvolte a été immédiat et dramatique. L'équipe de surveillance surveillant le magasin a observé la réaction de Novak. Son comportement a changé instantanément. La façade calme s'est fissurée, remplacée par une agitation visible. Il a brusquement mis fin à la conversation, ses mouvements précipités et erratiques, et a quitté le magasin. L'équipe de surveillance a signalé sa réaction au centre de commandement. La réalisation a frappé les enquêteurs. Novak paniquait. Il savait que l'enquête se rapprochait de l'achat du tube de choc, la seule pièce de preuve qui pouvait le relier au meurtre, un détail qu'il pensait être enterré en toute sécurité dans la boue du marécage. Novak est monté dans son camion et a commencé à conduire de manière erratique. Il ne rentrait pas chez lui. Il s'éloignait de la ville, sa vitesse augmentant alors qu'il atteignait les routes ouvertes. Il se dirigeait vers une zone isolée de forêt de pins denses, loin des marécages où les crimes initiaux s'étaient produits, un paysage différent entièrement, caractérisé par des collines ondulantes et des bois épais. La poursuite était lancée. L'équipe de surveillance l'a suivi, maintenant une distance de sécurité mais s'assurant qu'il ne leur échappait pas. La poursuite a continué pendant des kilomètres, s'enfonçant plus profondément dans les bois isolés. La tension montait à chaque kilomètre. Que faisait Novak? Où allait-il? L'anticipation était électrique, la réalisation que l'affaire était enfin en train de se dénouer. Novak s'est finalement arrêté dans une zone isolée de la forêt de Pince, un endroit accessible uniquement par une route forestière étroite et envahie. Il est sorti de son camion, ses mouvements frénétiques. Il a attrapé une pelle dans le plateau et s'est déplacé rapidement dans les arbres, disparaissant dans les sous-bois denses. L'équipe de surveillance a signalé ses actions. Ils ont réalisé qu'il ne se cachait pas seulement. Il tentait de récupérer ou de déplacer des preuves. Convaincus qu'il était sur le point de détruire des preuves cruciales, les enquêteurs ont ordonné aux équipes tactiques positionnées à proximité dans le cadre de l'opération d'intervenir. La confrontation s'est produite rapidement. Les équipes tactiques, armées et blindées, ont émergé des bois convergeant vers l'emplacement de Novak. Ils se sont déplacés silencieusement, leur formation évidente dans leur approche coordonnée. Ils ont trouvé Novak dans une petite clairière, le sol couvert d'aiguillés de pin. Il creusait frénétiquement, la pelle mordant dans la terre avec une énergie désespérée. « Police! Lâchez la pelle! Les mains en l'air !» Les cris ont brisé le silence de la forêt. Novak s'est figé, la pelle tombant de ses mains. Il a regardé autour de lui sauvagement, réalisant qu'il était piégé. Une confrontation tendue s'en est suivie. Novak, le visage pâle de peur et de désespoir, a hésité, ses yeux passant entre les officiers et la terre partiellement perturbée à ses pieds. Pendant un moment, il semblait si qu'il pourrait résister, pourrait riposter. Mais la présence écrasante de l'équipe tactique l'a convaincu de la futilité de la résistance. Il a lentement levé les mains et s'est rendu. Il a été maîtrisé et arrêté. La zone où Novak creusait a été immédiatement sécurisée comme scène de crime. La pelle était enfoncée dans la terre perturbée, marquant l'endroit où Novak avait désespérément tenté de dissimuler la vérité. Les enquêteurs savaient, avec une certitude glaçante, qu'ils avaient enfin trouvé les réponses qu'ils cherchaient. Le point culminant de l'enquête de 3 ans avait abouti dans cette forêt de pins isolés,
le silence brisé par les cris des officiers et la réalisation que l'horrible mystère était sur le point d'être démêlé. Alors qu'Ignatius Novak était placé en garde à vue dans la forêt de Pince, l'opération a continué avec une précision synchronisée. Un mandat d'arrêt simultané a été exécuté à la résidence de Melvin Stover. Une deuxième équipe tactique est descendue sur sa maison, le plaçant en garde à vue sans incident. Stover a été trouvé apparemment inconscient des actions paniquées de Novak et des événements qui se déroulaient rapidement, qui scellaient leur sort. Les deux hommes ont été transportés au bureau du shérif et placés dans des salles d'interrogatoire séparées. L'atmosphère dans l'unité d'enquête était chargée d'un mélange de soulagement et d'anticipation sinistre. Ils avèrent les suspects, le motif et les preuves circonstancielles du tube de choc et la tentative désespérée de Novak de déterrer quelque chose dans les bois. Mais ils avaient besoin d'une confession pour comprendre pleinement les événements horribles de novembre 2015 et pour assurer une condamnation. L'interrogatoire de Novak a été accueilli par un silence de pierre. Il était provoquant et non coopératif, niant toute implication dans les meurtres et n'offrant aucune explication pour ses actions dans la forêt de pins. Il a maintenu son sang-froid, son comportement froid et calculateur, malgré les preuves accablantes contre lui. Il a demandé un avocat et a refusé de répondre à d'autres questions. L'interrogatoire de Stover, cependant, a pris une tournure différente. Stover était le maillon faible, celui le plus susceptible à la pression psychologique de l'interrogatoire. Il était initialement hésitant, clairement effrayé par l'arrestation soudaine et la gravité de la situation. Les enquêteurs l'ont pressé, employant des techniques conçues pour exploiter sa peur et son incertitude. Ils ont souligné la gravité des accusations. Plusieurs chefs de meurtre, y compris le meurtre d'un officier de police et d'un enfant, et le poids des preuves contre eux. Ils ont détaillé la découverte de l'emballage du tube de choc, l'achat retracé liant lui et Novak à l'équipement spécialisé et la surveillance qui avait capturé la réaction paniquée de Novak. Ils ont peint un tableau d'une affaire étanche, un récit de culpabilité qui laissait peu de place au doute. Le tournant est survenu lorsque les enquêteurs ont informé Stover que Novak avait été arrêté alors qu'il tentait de déterrer des preuves dans la forêt de Pince. La révélation que son partenaire, l'homme qui avait orchestré leur entreprise criminelle et la dissimulation ultérieure, avait paniqué et conduit la police directement aux preuves dissimulées à briser la détermination de Stover. Il a réalisé que le jeu était terminé. La perspective de faire face à une peine à vie, voire la peine de mort, sans coopération, était écrasante. Melvin Stover a avoué « La confession était détaillée et déchirante, un récit glaçant de la séquence d'événements qui a conduit à la tragédie. » Stover a expliqué que lui et Novak étaient engagés dans une chasse aux canards illégale à grande échelle à des fins lucratives. Ils utilisèrent des techniques illégales, y compris des appels électroniques et l'appâtage, pour récolter des centaines de canards qu'ils prévoyèrent de vendre sur le marché noir. Leur opération était sophistiquée et lucrative, utilisant la nature sauvage isolée du marécage pour dissimuler leurs activités. Le matin du 14 novembre 2015, ils étaient au milieu de leur opération lorsque l'officier Odelia Vancroft, en enquêtant sur les rapports de décharges illégales, est tombé par hasard sur eux. Elle avait apparemment entendu les tirs excessifs et les appels électroniques et était venue enquêter. Lorsque l'officier Vancroft les a confrontés et a tenté de les arrêter, Novak a réagi avec une violence soudaine et brutale. Il lui a tiré dessus sans avertissement, avant même qu'elle n'ait eu la chance d'atteindre sa radio ou son arme. Le meurtre était un acte spontané de désespoir pour protéger leur opération illégale, une décision de sang-froid pour éliminer la menace posée par l'officier. La tragédie s'est aggravée peu après. Willard Kincaid, ayant entendu les coups de feu et craignant un accident de chasse, est arrivé sur les lieux pour offrir de l'aide. Il est tombé sur les conséquences du meurtre, témoin de leur crime horrible. Voyant que Willard avait été témoin du meurtre, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le laisser vivre. Ils lui ont tiré dessus également, éliminant le seul témoin de leurs actions. L'horreur ne s'est pas arrêtée là. Après avoir tué Willard, ils ont fouillé son affût de chasse à proximité, cherchant tout ce qui pourrait l'identifier ou les relier au crime. Là, ils ont trouvé Thatcher, âgé d'1 an. La présence du nourrisson a créé une crise. Paniqués et ne sachant pas quoi faire, ils ont emmené le garçon avec eux. Ils ne pouvaient pas le laisser là pour mourir d'exposition ou pour être trouvé par des chercheurs, ce qui déclencherait immédiatement une enquête massive concentrée sur la zone. Ils ont ensuite commencé le processus élaboré de dissimulation de leur crime. Ils ont pris le fusil Krieghoff de Willard, réalisant que s'il était trouvé près de la scène de crime, cela pourrait confondre l'enquête et suggérer que Willard était le coupable. Ils ont plus tard désassemblé le fusil, l'ont emballé dans son étui et l'ont jeté dans un chenal isolé à des kilomètres de là, espérant qu'il ne serait jamais trouvé. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, ils ont utilisé leur bateau, déclenchant le capteur de turbidité qui les trahirait finalement, pour transporter le corps de Willard. Ils ont navigué vers une zone profonde du marécage connue pour une forte concentration de grands alligators. Ils ont lesté le corps et l'ont jeté, s'assurant que ses restes ne seraient pas trouvés.
Les conditions environnementales et l'activité des alligators expliquaient pourquoi le corps de Willard n'avait jamais été récupéré. Le sort de Thatcher Kincaid était la partie la plus angoissante de la confession. Stover a révélé qu'ils avaient gardé le garçon pendant plusieurs jours, le cachant dans une cabane isolée qu'ils utilisaient pour leurs opérations de braconnage. Ils ont débattu de ce qu'il fallait faire avec lui, réalisant le risque immense de le garder en vie. Craignant que le garçon puisse éventuellement les identifier ou que leurs soins continus pour lui conduisent à leur découverte, Novak a finalement pris la décision froide et calculée de le tuer. Novak a emmené Thatcher dans la forêt de Pince-Danse, le même endroit où il a finalement été arrêté, et l'a assassiné. Il a enterré le petit corps dans une tombe peu profonde, espérant que l'emplacement isolé et le passage du temps dissimuleraient tôt le crime pour toujours. La confession a fourni les réponses que Juniper Kincaid cherchait, mais elles étaient plus horribles qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Son mari et son fils n'étaient pas perdus dans le marécage. Ils étaient les victimes d'un acte de violence brutale et insensé. Armés de la confession de Stover, les enquêteurs se sont immédiatement mobilisés sur le site où Novak avait été appréhendé. La zone a été sécurisée et une équipe médico-légale a commencé le processus méticuleux d'excavation du site où Novak avait creusé. L'excavation a été menée avec une précision sombre. La terre perturbée marquait l'endroit et en creusant plus profondément, l'horrible vérité a été confirmée. Ils ont localisé les petits restes squelettiques d'un enfant. Les restes ont été soigneusement récupérés et envoyés pour analyse médico-légale. L'identification a été confirmée par des tests ADN. Les restes appartenaient à Thatcher Kincaid. La découverte de la tombe a fourni la confirmation finale et dévastatrice de la confession de Stover. La récupération des restes de Thatcher Kincaid dans la tombe peu profonde de la forêt de Pince, l'endroit même où Ignatius Novak avait désespérément tenté de les déplacer, a fourni la confirmation finale et dévastatrice de la confession de Melvin Stover. Cette preuve physique a solidifié l'affaire contre les deux hommes, éliminant toute ambiguïté concernant le sort de Willard, Thatcher et l'officier Vancroft. Pour Juniper Kincaid, la découverte a mis fin à des années d'incertitude angoissante, remplaçant le cauchemar de l'inconnu par la réalité brutale du meurtre calculé. La confirmation que Willard était une victime, un bon samaritain qui avait essayé d'aider, a lavé son nom du soupçon qui avait hanté l'enquête pendant des années. Ignatius Novak et Melvin Stover ont été accusés de 3 chefs de meurtre au premier degré pour les morts de l'officier Odelia Vancroft, Willard Kincaid et Thatcher Kincaid. De plus, ils faisaient face à de nombreuses violations graves de la faune liées à leur opération de braconnage commercial illégal, l'activité même qui avait déclenché les événements tragiques. Les procès ont été rapides, les preuves accablantes, la confession détaillée de Stover corroborée par les preuves physiques, l'emballage du tube de choc, les données environnementales et la récupération des restes de Thatcher ne laissaient aucune place au doute. Les deux hommes ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Les crimes, commis simplement pour protéger une opération de braconnage illégal et aggravés par une tentative de plus en plus horrible d'éliminer les témoins, ont abouti à des peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que le corps de Willard Kincaid n'ait jamais été récupéré des profondeurs des marécages du Mississippi, la découverte inattendue de son fusil Krieghoff, jeté par un plongeur commercial, a finalement démêlé la chaîne complexe de violence et de tromperie qui a commencé pendant la saison de chasse de 2015.